Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Esther Ojeda et je fais partie de l'équipe internationale de la clinique Fertilab Barcelona. Ce soir, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire ayant pour titre Comment la génétique peut améliorer votre traitement de PMA en Espagne. Ce webinaire d'aujourd'hui est très spécial car nous comptons avec la présence de Claire, une patiente de Fertilab, qui va nous raconter son expérience et comment elle a eu sa petite que maintenant a 7 mois. Et le docteur Fulvia Martini, qui avait aussi été en charge de son traitement. Docteur Fulvia Martini, gynécologue spécialisée en PMA. Elle va tout d'abord nous expliquer, nous faire une présentation visuelle sur, effectivement, sur la génétique. Après cette présentation claire, elle va nous raconter son témoignage. Et après, moi, je vais lire en haute voix les questions que vous allez nous poser. Donc, je vous explique un peu la dynamique. Là, je vois que sur la section appelée Tout le monde, sur la section appelée Chat, vous pouvez interagir entre vous. Donc, c'est fait pour ça, c'est pour parler entre vous. Cependant, si vous souhaitez poser des questions, que ce soit au docteur Martini ou à Claire en tant que patiente, vous pouvez les écrire sur la section appelée questions. Et moi, Esther, je vais les lire en haute voix après la présentation du docteur Martini et après le témoignage de Claire. Je vais les lire en haute voix, mais en toute confidentialité. C'est-à-dire que vos noms et prénoms, on ne les voit pas. Moi, je vais dire, on a une nouvelle question. Bonjour, j'ai cette question. Et cette question est pour Claire ou pour le docteur Martini. Donc voilà, ça c'est un peu la dynamique du webinaire. Maintenant, on va commencer avec la présentation visuelle. Et merci beaucoup. Alors, bonsoir, bienvenue. Alors, attends, Esther, parce que j'ai toujours des problèmes avec ça. Il n'y a pas de souci. Oui, elle est là, la présentation. Et pour passer les diapos, il faut faire les flèches à droite. Oui, très bien, pardon. Merci. Donc, alors, comment la génétique peut améliorer votre traitement de PMA en Espagne? Ça, c'est très important, c'est une de mes manies. Moi, je suis gynécologue, je fais de la PMA depuis toujours. J'ai pratiquement que fait ça. J'ai travaillé aux États-Unis, je suis italienne et ça fait maintenant 2 ans que je suis à Fertilab et 16 que je suis à Barcelone, presque 17. Fertilab, c'est une des cliniques les plus anciennes d'Espagne. Ça fait plus de 25 ans d'expérience en PMA. On est une clinique de référence. On est reconnu internationalement parce que on a une caractéristique qui est qu'on personnalise les traitements et on donne des solutions thérapeutiques pour la fertilité qui sont à l'avant-garde et qui sont tout à fait personnalisées. On fait, disons, de l'honnêteté, de l'éthique et de la transparence nos éléments clés. Donc, ça nous permet de travailler évidemment avec le plus grand engagement envers nos patients et grâce à tout ça, à la personnalisation, à l'accompagnement de nos prises en charge, on peut apporter aux patientes une expérience qui est dans un parcours qui n'est pas toujours facile, quand même une expérience meilleure et surtout des résultats cliniques qui sont meilleurs. Alors, comment on peut appliquer la génétique pour personnaliser les traitements? Alors, la génétique reproductive, il y a plusieurs choses à tenir en compte. Le risque génétique reproductif, c'est-à-dire les mutations récessives. Nous, on est tous porteurs et porteuses de certaines quantités de mutations. Elles sont récessives, elles sont dans nous, mais si 2 personnes sont porteuses de la même, on peut avoir un bébé qui développe la maladie.
Il y a des héritages ethniques et familiales et il y a des anomalies chromosomiques, c'est-à-dire le karyotype qui est l'ensemble de tous nos chromosomes, peut avoir des anomalies structurelles surtout. Et donc, tout ça a un impact sur la reproduction. Alors, comment on fait pour individuer les problèmes? Premièrement, avec des tests. Les tests de porteurs, le CGT, qui est le Carrier Genetic Test, on a des différents niveaux. Ça sert à voir si on est porteur des maladies récessives. Il y a un test de base, par exemple, pour donneurs et donneuses. On peut faire un matching génétique entre les membres du couple. Et aussi, on peut faire un matching génétique entre patients et donneurs ou donneuses. Après, ça vient avant. Après, une fois qu'on a l'embryon, on doit voir comment on choisit le meilleur embryon. Et donc, on a des techniques de laboratoire pour la sélection des gamètes et de l'embryon. Et entre autres, évidemment, le DPI, le diagnostic génétique préimplantatoire. Et ça s'appelle PGT-A si on teste les anomalies des chromosomes, c'est-à-dire les trisomies, par exemple. Les PGT-M si on teste les mutations génétiques, c'est-à-dire si on cherche un gène. On fait le test à travers d'une biopsie embryonnaire et après, il y a une technique qui s'appelle Embrace, qui est le DPI non invasif. On a aussi la génétique de l'endomètre, c'est-à-dire qu'on peut analyser l'endomètre pour voir comment est la microbiome. C'est un test de dépistage pour analyser d'un point de vue microbiologique l'endomètre parce qu'il y a jusqu'à 30% des femmes qui a un microbiome qui est altéré, a une altération au niveau de l'endomètre. Donc, et ça a une influence très importante sur l'implantation. On peut aussi faire une analyse de l'endométrite chronique infectieuse pour identifier les bactéries qui sont responsables de l'endométrite chronique et là aussi augmenter les chances de réussite. Pardon. Le test de réceptivité endométriale aide à éviter l'échec d'implantation et les fausses couches de répétition, puisqu'il identifie le jour optimal pour effectuer le transfert des embryons. Dans le 73% des cas, l'échec d'un cycle est lié à l'échec de l'implantation de l'embryon. Et dans un 20% des cas, l'infertilité est due à des complications endométriales. Il faut aussi penser que 3 femmes sur 10 ont une période d'implantation optimale qui est différente de la norme. La période d'implantation, c'est le moment où l'endomètre, il est, disons, ouvert à se laisser implanter. Normalement, c'est à J5, mais il y a des femmes où ce moment est déplacé. Et donc, on peut identifier si effectivement c'est le cas et s'adapter, c'est-à-dire déplacer le moment où on fait le transfert. Ça, c'est justement le test de réceptivité endométriale. Lorsque le transfert d'un embryon se fait d'une façon personnalisée, les chances de tomber enceinte, évidemment, augmentent d'une façon très importante. Donc, la personnalisation des traitements et la génétique nous permet d'optimiser les résultats. Et chose qui est aussi très importante, réduire les délais et les risques qui sont liés à la reproduction. Alors, très rapidement, parce que comme ça, on peut passer à tout ce qui nous intéresse, des résultats cliniques. Donc, premièrement, nous, on fait toujours les transferts au stade de blastocyste, parce que c'est le moment physiologique de l'implantation, c'est des embryons de haute qualité et viabilité.
On fait toujours le transfert que de un embryon, évidemment à la fois, pour éviter les grossesses gémellaires. Et donc, on prend soin de la santé de nos patientes. Les embryons sont toujours suivis avec embryoscope, c'est-à-dire l'incubateur de nouvelle génération, qui est le top dans la technologie de culture et développement embryonnaire. Et on applique évidemment les techniques d'études de génétique reproductive desquelles je viens de vous parler. Alors, dans le don d'ovocytes, le 62,4 des grossesses cliniques, on l'a déjà avec le premier tentative de transfert. Comme je vous ai dit, la moyenne de embryons qu'on transfère, c'est de 1,01, donc 1. Et le taux de grossesse gémellaire, donc, c'est de 1,1%. Et vous pouvez voir que les taux de naissance cumulés par cycle avec transfert, c'est de 86,1%, tandis que la moyenne nationale est de 64,2%. Avec nos propres ovocytes, le taux de naissance cumulé est d'un 60,5%, tandis que la moyenne nationale, c'est un 31,32%. Donc, on est presque au double. Et ce qui est très important, c'est regarder les différents âges. À moins de 35 ans, le taux cumulé de naissance cumulé par cycle, c'est d'un 72. Entre 35 et 39, c'est d'un 59,7, presque un 60. Et à plus de 40 ans, c'est un 26,3%. Dans les différents âges, comme vous pouvez voir, on a à moins de 35 ans, ce qui est très important, les cycles sans transfert embryonnaire sont à 7,5%. Entre 35 et 39, c'est à 9%. Et à plus de 40, à 22,6%. Si on applique le DPI, et voilà ici l'importance de la génétique, les taux de naissance montent à 51% chez Fertilab et à 41,6% au niveau de la moyenne nationale. Et comme vous pouvez voir, les taux de naissance cumulés par cycle à moins de 35 ans sont énormes parce que c'est à presque 14%. Entre 35 et 39, c'est un 69,3, presque un 70%. Et à plus de 40 ans, c'est un 64%. Donc, vraiment, ça augmente beaucoup les chances d'avoir un bébé. Aussi, il faut dire que les pourcentages de cycles sans transfert, évidemment, augmentent parce qu'en individu, les blastocystes, les embryons qui ne sont pas bien et qui sont anéuploïdes, donc on ne peut pas transférer. À moins de 30 ans, c'est un 27,3%. Entre 35 et 39, c'est un 32%. Et évidemment, à plus de 40 ans, ce numéro augmente beaucoup parce que les chances d'avoir des embryons anéuploïdes est très forte et donc c'est à 72%. Dans l'adoption d'embryons, on a un 35,5 de taux de naissance Fertilab et un 31,9 la moyenne nationale. Sur le programme garantie naissance, ce taux augmente à 89,3. Donc, sur 3 tentatives, c'est beaucoup plus haut. Et dans l'insémination artificielle, comme vous pouvez voir, à moins de 35 ans, le taux de naissance par cycle, c'est un 18%. Entre 35 et 39, c'est un 10,5 et à plus de 40, c'est un 7,3. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je pense qu'on peut commencer avec ce qui est vraiment important, c'est-à-dire le témoignage de notre invité.
Merci. Bonjour, bonjour à toutes, vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour, bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, je vais avoir beaucoup d'émotions, ça c'est sûr. Je viens ici pour témoigner parce que j'ai la chance d'avoir une petite fille, aujourd'hui de 7 mois et du coup, je vais vous raconter un petit peu, tout le parcours que j'ai fait pour arriver aujourd'hui à avoir, notre petite fille. J'ai un grand garçon de 9 ans, donc on a eu assez facilement naturellement. Et ensuite, on est venu l'envie d'un deuxième bébé. Et voilà, les cycles ont passé. Il s'avère que j'avais des saignements entre les cycles. J'avais des cycles, enfin des douleurs de règles. Je suis allée consulter la gynécologue qui a vu à l'échographie une masse et qui m'a dit, ça doit être un kyste, on va faire une IRM. Mais si l'IRM est OK, on va passer le passage au bleu. Vous devez connaître, c'est on va passer du liquide dans les trompes pour voir si mes trompes sont perméables. Donc, je passe l'IRM en septembre 2018 et du coup, le coup près tombe. J'ai une endométriose sévère, stade 4. Voilà, le compte rendu, les gens me disent, mais là, pour la fertilité, pour le bébé, ça va être très compliqué. On s'en est démarré un combat contre l'endométriose, cette pathologie qui touche beaucoup, beaucoup de femmes. Et du coup, ma gynécologue donc, me dit qu'en effet, l'endométriose a attaqué sévèrement mes trompes, l'utérus, voilà, et qu'elle envisage de me diriger vers une chirurgienne. La chirurgienne donc, me dit qu'il y a de fortes chances qu'elle décide d'enlever mes trompes. Donc, deuxième, au bout de 3 mois après le diagnostic. Donc, beaucoup, beaucoup à encaisser en peu de temps. Donc, je me fais opérer. Et en effet, elle m'expliquait que le fait de retirer mes trompes permettait une meilleure nidation à l'embryon parce que l'endométriose peut recracher par les trompes dans l'utérus et du coup, il peut y avoir une mauvaise implantation de l'embryon. Moi, bon, je me fais opérer en me disant que voilà, peut-être je me réveillerai sans trompe. C'est ce qui arrive. Malheureusement, donc je me réveille sans trompe. Donc très très dur à encaisser. Je me suis fait suivre parce que c'était beaucoup beaucoup à encaisser et du coup le fait de ne plus avoir un enfant naturellement, voilà, c'était plus possible. Donc je vais passer par la case PMA, enfin AMP, aide médicalisée pour avoir un bébé. Donc, moi, je suis assez réactive. Donc, je me suis réveillée, je me suis mis un coup de boost et je dis, voilà, il faut ce deuxième bébé, on le veut. Donc, tous les deux, c'était un projet très, très important. Donc, en janvier 2019, je commence les FIV. Donc, comme je suis suivie à Lille, j'ai été dans un centre à Lille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais des grosses doses, hein, puisqu'il fallait vraiment que j'ai des doses qui me permettent d'avoir une bonne récolte d'ovocytes. Et du coup, j'ai fait 4 FIV. J'ai fait 4 FIV avec à Lille. Sur les 4 FIV, j'ai eu une fois une accroche. Et sur cette accroche, malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, j'ai fait en fait une grossesse biochimique. J'ai eu un petit taux, mais en fait, ça n'a pas abouti. Ensuite, j'ai décidé d'aller à Paris. Vous m'entendez toujours? Parce que j'entends moins. Oui, oui? Ah, ça va. Ensuite, j'ai décidé d'aller à Paris parce que j'avais entendu qu'il y avait un meilleur un gynécologue qui poussait plus on va dire, oui, tous les enfin, pas les traitements, je veux dire les analyses, les examens. Donc je suis allée à Paris, donc c'était beaucoup, beaucoup, d'investissements financiers, personnels. Je devais faire des allers-retours sur Paris, des fois juste pour faire une échographie et du coup, on va me dire: «Mais oui, mais là, tu dépasses tes 4 FIV qui sont, normalement remboursés» et en fait, j'ai fait une dérogation à l'assurance, santé, française puisque par rapport à mon endométriose, j'ai eu une dérogation. Donc notre FIV, nous était remboursé. Donc à Paris, en effet, le gynécologue, me dit que, voilà, suite à tous les
toutes les choses qu'on a faites, parce qu'on avait essayé des blastocystes, on a essayé des J3, on a essayé du congelé, on a essayé du frais, on avait fait plein de choses. J'avais fait le Matrice Lab aussi. Et le Matrice Lab, on a découvert que j'avais rien, en fait. J'avais ni une suractivité, ni un profil mixte, rien. Ce qui fait que, d'un certain sens, on est contente, mais d'un autre sens, on est triste parce qu'on se dit, en fait, on ne pourra pas trouver de traitement, en fait. Voilà. J'avais l'ascenseur, le double ascenseur. Du coup, voilà, à Lille, il me dit, bon, ok, vous avez tout tenté. Nous, on va pousser un peu plus les examens. Donc, il s'est rendu compte qu'en fait, j'assimilais pas bien l'acide folique. Donc, j'ai eu un acide folique méthylé, le quadrifolique. Et ensuite, Fertilab, en effet, a bien continué là-dessus pour me supplémenter, parce que ça aussi, c'est important. Et il m'a fait aussi des analyses au niveau sanguine. Je ne saurais pas rentrer dans le détail. Docteur Mantini saurait sûrement, mais moi, ça m'a permis de voir qu'en fait, je devais avoir des piqûres de Lovenox, puisqu'en fait, mes influx, on va dire, sanguins, n'étaient pas optimales, on va dire. Et du coup, on me conseillait de faire des piqûres de Lovenox pour avoir un meilleur influx sanguin. Voilà, ce qui est important aussi parce que une fois qu'il y a l'embryon qui est dans l'utérus, il faut qu'il y ait aussi tout ce qu'il faut pour que l'embryon il trouve sa place et fasse son petit nid. Du coup, on fait les analyses, on fait un transfert. Je ne saurais pas vous dire congelé, frais, on oublie en fait. Et c'est ça qui est beau parce qu'aujourd'hui j'ai ma petite fille et parfois j'oublie en fait. Et c'est ça qui est, vous allez voir après, vous oublierez tout ce par quoi vous êtes passé. Voilà. Et du coup, voilà, à la FIV5, on a eu un positif. On a eu un positif, mais j'avais le taux de progestérone qui dégringolait. Donc, on a mis du Progiron, qui est une piqûre, ça Docteur Mancini pourra l'expliquer, qui va un petit peu augmenter l'apport en progestérone. Donc, on a essayé tant bien que mal de rajouter. En fait, j'avais un taux, mais qui n'était pas, on va dire, qui augmentait pas significativement toutes les 48 heures. Donc en fait, voilà, c'était un embryon qui avait qui avait une anomalie sûrement. Donc en fait, en plus, c'est arrivé autour de Noël, donc je vous avoue que voilà, il fallait aller faire un aller-retour sur Paris pour voir une échographie et puis se dire qu'en fin de compte, ce petit embryon, voilà, il fallait voilà, il ne s'accrochait pas. Donc en effet, j'ai bien eu confirmation qu'il fallait arrêter tous les traitements et on a fait, voilà, la nature est bien faite et malheureusement, le petit embryon est parti. Donc ça, c'était notre FIV5. Et puis, en fait, parce on était tellement envieux d'avoir un bébé, ce deuxième bébé, on s'est dit c'est pas possible. On voulait donner un frère ou une sœur à notre petit garçon. Du coup, on a fait une FIV6, oui, oui, à nos frais, avec le docteur de Paris. Et puis, on s'était dit voilà, c'est la dernière, c'est tout. Après, on arrête. C'est tout. On n'aura eu que notre grand-fils et puis voilà. Et du coup, on fait le transfert et voilà, négatif. Bon, voilà, je m'attends à ce que mon conjoint me dise, voilà, c'est fini. Et puis, quand on est dans la cuisine et qu'on a le résultat et qu'il faut encore accuser un échec, encore, il me regarde et il me dit: «Qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Et je dis: «Beh, tu m'avais dit que tu voulais arrêter». «Oui, mais en fait, pourquoi pas? Est-ce que tu as une autre solution?» Et puis je lui dis: «Ben oui, l'Espagne». Alors, voilà, je lui ai tout raconté, je lui ai tout expliqué. On a commencé à se renseigner. On a été, se renseigner à une association. On s'est dit: «Est-ce qu'on fait avec mes propres ovocytes?» Et moi, je vous avoue que le don d'ovocytes, quand j'en parlais, quand j'étais suivie en France, à Lille ou à Paris, je m'étais dit: «C'est non, 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 jamais, je ferai jamais de don d'ovocytes, voilà, c'est pas possible». Et puis, en fait, après, quand on a tous ces échecs et puis qu'on se renseigne, qu'on va sur des forums, qu'on se renseigne un petit peu, on se dit, voilà, en fait, je suis fatiguée mentalement, moralement, physiquement. Et c'est vrai que le docteur Mantini a montré tous les pourcentages et autres et on voit que le pourcentage du don d'ovocytes, enfin moi, c'est ce qui m'a aussi dit, voilà, j'ai plus envie d'avoir d'échecs, j'ai plus envie de pleurer, j'ai plus envie de voir des échecs partout.
Du coup, on a sélectionné 3 cliniques, mais c'est Fertilab qui est haut la main à détrôner toutes les cliniques parce que j'ai pas eu le docteur Mantini, j'ai eu un autre docteur, mais qui a su totalement répondre à mes attentes, qui a tout de suite analysé ce qu'il fallait, qui nous a dit on va faire ça, ça, ça pour monsieur, les tests. Et on s'est senti totalement accompagnés dès le début. Moi, il me proposait avec mes propres ovocytes, mais je vous avoue que j'avais déjà fait un petit peu mon chemin. Je me préparais mentalement et je lui ai dit que physiquement, mentalement, je pouvais plus accuser un échec, même si peut-être que, on ne sait pas, peut-être que ça aurait pu marcher, mais voilà. Du coup, en mai, pour vous dire, parce que ça a été très vite, Fertilab a fait waouh, un parcours rapide et voilà, et merveilleux. En mai 2019, non, voilà, vous voyez, je me perds les pinceaux. Je m'en mets les pinceaux. En mai 2023, voilà, en mai 2023, j'ai déjà mon premier, du coup, comme je vous dis, la première visio avec Fertilab. On commence de notre côté à lancer les examens du côté de mon conjoint. Moi, on me dit qu'en fin de compte, voilà, j'avais fait, je pense, une écho. Il faut faire une échographie plus poussée. Voilà. Le docteur Montini saura sûrement le dire, mais voilà, j'ai dû faire une écho un peu plus poussée de mes trompes, de l'utérus, etc., pour voir que tout va bien. Et mon conjoint a fait des tests et on nous a dit, bah, écoutez, au mois de juin, vous allez une première fois nous rencontrer. Donc, nous sommes allés au mois de juin. C'était très rapide. On a rencontré le docteur et mon conjoint a fait un recueil. En fait, comme mon conjoint, on va dire qu'il avait une récolte, mais voilà, ses spermogrammes étaient moyens. Voilà. On nous a conseillé de faire du coup le recueil pour voir si, au moment de la ponction de la donneuse, on devrait faire du frais ou du congelé. Est-ce que le frais de monsieur était parfait ou il fallait le congeler? Enfin, c'est plutôt l'inverse. Est-ce que le congelé qu'on avait congelé au mois de juin serait, enfin, le recueil serait optimal pour pouvoir faire le transfert avec la donneuse? Donc, il a fait son recueil. On a découvert Fertilab, qui est une alors moi, j'ai connu Fertilab à l'échelle toute petite, mais là, je sais que ils sont toujours toutes petites. C'est comme une famille, en fait. C'est ça qui est merveilleux chez Fertilab, c'est que même si ça grandit, on est, voilà. Et vous avez une collaboratrice, ouais, une coordinatrice, voilà, j'en perds mes mots, qui est géniale, que j'ai eue, c'est Lola. Et en fait, vous êtes vraiment, du moment où vous avez décidé de la clinique, elle vous suit, elle vous met des petits messages tellement mignons. Voilà, c'est ça aussi qui fait que moi, je me suis sentie bien et voilà, comme dans une famille. Donc, c'était génial. Et du coup, on est reparti avec toutes ces informations. Voilà, ils nous ont dit, bah, écoutez, la donneuse, on vous tient au courant. Et du coup, on est reparti. Et puis, en juillet, j'étais en vacances chez ma maman. Et puis, j'ai un mail qui me dit, voilà, on a trouvé la donneuse. Alors là, quand vous voyez ce mail, vous en pleurez, vous êtes tellement excitée. Et voilà, on me dit qu'elle est donc blonde aux yeux bleus, le même rhésus que moi, AB positif, ce qui est assez rare et qui était, waouh, merveilleux. Et on me dit que ben, si, voilà, on était le 25 juillet et que si c'était OK, ben, autour dans la semaine du 15 août, on pouvait aller à Barcelone pour aller faire notre transfert. Voilà. Alors oui, j'ai oublié une petite chose, c'est qu'en effet, on est revenu sur le recueil de mon conjoint et en fait, il était passable. Alors, le docteur m'a dit, écoutez, on peut tester. Monsieur, on garde le congelé. Vous ne devez pas venir le jour de la ponction de la donneuse. Mais voilà, le recueil est passable. Donc moi, j'ai dit non, non, je ne vais pas laisser passer une chance. Donc on a dit, on viendra, enfin c'est sûr, on viendra pour la ponction de la donneuse. Donc en fait, pour le coup, les Nice-Barcelone étaient très très chers. Donc on est allé en voiture. Et puis on a fait 6 heures de route. Et on a été du coup à Fertilab. Alors c'est assez excitant parce qu'on sait que la donneuse est dans les murs. Et c'était beaucoup chargé en émotions parce qu'on savait qu'elle était là. Et voilà, mon conjoint a fait son recueil frais du coup pour avoir un maximum de chance pour le jour, enfin voilà, pour
l'embryon, enfin voilà, les embryons. Du coup, la donneuse, si je me trompe pas, parce que j'aurais dû regarder mes notes, mais je crois qu'elle a eu, on a obtenu 6 ou 8 embryons. Et ensuite, comme vous savez, voilà, après, on a un peu de perte et au bout des 5 jours, voilà, on en avait 3. Alors nous, bien sûr, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que je suis passée par le DPI, étant donné que j'avais l'endométriose et qu'il y avait aussi mon âge qui faisait qu'on m'a conseillé le DPI pour maximiser mes chances, enfin nos chances. Et du coup, on n'a pas réfléchi, on a fait le DPI, qui permet vraiment d'analyser les embryons, d'être sûr d'avoir des embryons, top qualité. Du coup, sur 3 embryons, et donc nous sommes repartis en France, sur les 3 embryons, qui sont passés au DPI, il y en a eu 2 qui étaient sains. Il y en avait un qui était aneuploïde, donc il y en a un qui n'a pas été, gardé et il y avait 2 embryons. 2 embryons dont un, alors vous avez une note, hein, c'était un AA, c'est notre petite fille aujourd'hui et on a un BA qu'on a congelé, qui est congelé et du coup, voilà, ça prend à peu près une quinzaine de jours, l'analyse et puis on a commencé directement en septembre. Pour vous dire, on était au mois de mai, hein, donc si vous me suivez bien, c'est assez rapide. Au mois de septembre, on a commencé la stimulation. Donc moi, il faut savoir qu'on m'avait mis sous Decapeptyl. Decapeptyl, c'est des piqûres qui permettent, on va dire, d'endormir un petit peu l'endométriose et de permettre que toutes les chances soient de notre côté. Donc à ce moment-là, le docteur Mancini a pris le relais. Du coup, nous avons lancé donc en septembre tout de suite le protocole pour le transfert. Malheureusement, voilà, c'est des choses qui arrivent, on ne peut jamais rien prévoir. Et en mois de septembre, j'avais ovulé précocement. Donc malheureusement, quand ma gynécologue française a commencé à regarder à l'échographie, j'avais ovulé, donc on a annulé. Puis donc on a retenté au mois d'octobre. Deuxième ascenseur émotionnel, j'ai eu un gros kyste fonctionnel qui ne me permettait pas de faire un transfert puisque c'est sûr que là, nos chances étaient moindres, enfin amoindries. Et du coup, mois de novembre, voilà, tous les voyants sont verts, les échographies se passent bien. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut comme il faut. Et du coup, on a le feu vert de Fertilab qui nous dit, voilà, parfait, les échographies sont bonnes, on y va, si vous êtes prête, go. Et du coup, le 21 novembre, nous sommes allés à Fertilab. C'était une magnifique journée et du coup, on a été pris super en main. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on voit notre embryon avant de le transférer. Et ça, j'adore parce qu'en France, on n'a pas du tout cette prise en charge-là. Donc, on a pu voir nos 2 embryons. En fait, ils sont pris en caméra et on le voit à toutes les cellules se démultiplier comme un petit raisin, là, tous les petits grains. Et c'est magnifique parce que ça nous donne encore, enfin, on le visualise et c'est vraiment super important. Et moi, je voulais revenir aussi là-dessus, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'hypnothérapie, beaucoup de préparation parce que voilà, c'est très important de se préparer psychologiquement, mentalement. Et dans l'avion, j'écoutais des petits audios pour vraiment être, prête pour ce transfert, pour mettre toutes les chances de notre côté. Du coup, on a fait, après avoir vu notre petit embryon, on a dit: «Bah, voilà, c'est celui-là qui va être transféré là dans les minutes à venir». Donc on met notre petite Charlotte, voilà, on va dans la petite salle et puis on a eu une équipe formidable, voilà, qui a fait le transfert, qui prend vraiment, voilà, pour ceux qui l'ont déjà vécu, ça ne dure vraiment pas longtemps. Et on a une petite photo souvenir. Voilà, donc moi, ma fille, je lui ai créé un petit cahier dedans, c'est dedans. C'est sa première photo, c'est un tout petit, je la mettais à côté de moi, sur mon chevet pour essayer de me dire que voilà, ce petit pois là, tout petit, allait faire son nid et devenir un beau petit bébé. Du coup, voilà, on repart,
tout contents. On a visité Barcelone, on a profité et pour prendre les bonnes ondes et tout ce qu'on pouvait avoir. On est revenu en France. Alors toujours, j'ai écouté des audios pour bien visualiser, pour essayer d'envoyer le maximum de choses. Donc c'est vraiment important. La médecine douce, elle est vraiment importante, vraiment, vraiment. J'ai fait du yoga de la fertilité aussi. Il y avait, vous avez des vidéos sur YouTube où voilà, le yoga de la fertilité, j'en ai fait alors que j'avais mon embryon en attendant le transfert. J'écoutais mes petits audios, vraiment, voilà, j'étais focalisée sur mon petit embryon. Puis parce que c'est toujours dur d'attendre les 10 jours, c'est très très dur, même si parfois on va au travail, etc. On a toujours une petite pensée. Donc essayer de s'occuper un maximum l'esprit et en étant aussi positif. Donc ça, c'est important. Et puis c'était la première fois que j'avais pas de douleur parce qu'il faut savoir que j'avais toujours un peu des douleurs dans le dos, etc., qui me faisaient. Et puis en fait, on arrive vite à faire le test. Et puis moi, j'ai craqué pour un test positif, je le dis, la veille. Et puis j'ai vu enceinte, voilà. Et du coup, le 1er décembre, j'ai eu l'immense joie. Enfin, on a eu l'immense joie de voir qu'on avait un taux magnifique. Donc ça, c'était le plus beau jour pour nous. Et excusez-moi. Je vous souhaite vraiment que ça réussisse parce que voilà, après autant d'années, 5 ans, 6 ans, on se dit que voilà, et Fertilab, je les remercierai jamais assez parce que ça a été tellement rapide de mai à décembre, quoi. Donc voilà. Donc je les remercierai jamais assez. Puis aujourd'hui, j'ai une petite fille de 7 mois et voilà, elle fait notre plus grand bonheur. Et alors voilà, il faut pas vous dire, enfin voilà, c'est un don d'ovocytes, mais en fait, je remercie cette petite fée. On l'appelle la petite fée, voilà. Mais en fait, vous l'oubliez pas, elle vous a tellement aidé et voilà. Mais en fait, voilà, moi, quand je vois ma fille, je remercie tous les jours et puis voilà. Donc je peux que remercier Fertilab pour tout ce qu'ils ont fait. Mon conjoint aussi, parce que c'est aussi important d'avoir un conjoint qui soit là pour nous épauler parce que c'est très important. Et voilà, on a fait son petit cahier. Et vous dire la génétique, faut pas avoir peur, faut pas se dire mon bébé il va pas me ressembler ou voilà. Pour tout vous dire, des fois il y a des gens qui me disent que ma fille me ressemble. Il y a aussi des gens qui disent que c'est mon mari. Mais voilà, c'est en fait vous oubliez. Et pour vous dire, j'avais aussi peur comme on a un grand-fils de 9 ans. Et en fin de compte, on réfléchit même pas, on l'aime tout autant. Il y a pas de différence, c'est sa petite sœur, c'est voilà et c'est merveilleux parce qu'on se dit que voilà, c'est sans ça, on n'aurait pas pu avoir notre petite fille. Donc dès le premier transfert, voilà, Fertilab enfin voilà, on a eu la chance dès le premier transfert que ça fonctionne et voilà, c'est notre petite fille et voilà, je suis tellement, et j'espère vraiment que voilà, que toutes les personnes qui seront là, pourront, voilà, un jour vivre ça, mais il y a pas de raison, il faut toujours y croire. On y a toujours cru, on s'est dit que, voilà, il fallait toujours y croire et il faut vraiment se mettre dans sa petite image, voilà, être soudé aussi, en couple, c'est très important. Et puis, comme je vous dis, on a enfin Lola, la coordinatrice qui a toujours été là, on a des questions à poser, on peut lui poser des questions, ils sont très réactifs et voilà, c'est vraiment, et voilà. Et docteur Mancini aussi, je la remercie parce qu'elle a fait tout ce qu'il fallait. On a continué. J'ai bien eu les piqûres de l'Ovenox. J'ai eu jusqu'à 20 semaines. C'est vrai que c'était 20 semaines dures à faire les piqûres, mais ça en vaut tellement la peine. Et il fallait vraiment que je continue et que voilà. Mais c'est magnifique. Après, c'est sûr qu'au début, on a encore un peu peur aux échographies. On n'est pas encore tellement sereine. Je fais un petit coucou à Priscille là, j'avais dit que je lui ferais un petit coucou dans le live et c'est une grande copine et on s'est connus grâce à Fertilab et voilà, et on sait que les échos elles passent et que voilà, mais il faut toujours enfin voilà, faut y croire toujours et voilà. Donc j'espère que ce témoignage va aider et j'espère que j'ai rien oublié. J'ai un petit peu bégayé, mais voilà, c'est l'émotion et puis voilà,
voilà, désolée pour l'émotion qui était forte, mais parler de ma fille, c'est voilà. Mais pour tout vous dire, voilà, faut vraiment pas avoir peur de se dire je fonce pour un don d'ovocytes. C'est sûr, après, il faut se préparer. Moi, j'ai été préparée, j'ai fait un peu de sophrologie, un peu de choses pour me dire voilà, je suis prête. Ça sera pas mes ovocytes, c'est les ovocytes d'une donneuse, mais voilà. Et puis, il y a aussi l'épigénétique. Je pense qu'après, le docteur Mancini pourra en parler. L'épigénétique, les influx sanguins, les choses qu'on donne à notre petite fille. Nous, elle est super souriante et je me dis, ben voilà, j'ai une grossesse tellement heureuse, je l'attendais depuis tellement longtemps qu'elle est super souriante à chaque fois. Et tout le monde nous dit, mais c'est un petit soleil. Et on l'appelait bébé soleil, c'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà, c'est très important et voilà, et la génétique, faut pas avoir peur parce que on l'aime, notre bébé, c'est notre bébé, on l'aime tout autant. Enfin, on se pose même plus la question quand elle est là. Voilà, c'est merveilleux. Voilà, je vais pas trop prendre le témoignage parce que ça va durer trop de temps et puis on n'aura peut-être pas le temps pour les questions. Donc Mais voilà, c'est je pas grave, m'appelle Claire. merci beaucoup, Claire, merci pour ce témoignage tellement émouvant. Là, tu as tous les commentaires que tu as eus. Tu m'as fait pleurer. Quel témoignage émotif et quel parcours. Félicitations. Merci pour ce. Tu vas voir très touchante, Claire. Donc, je te transmets les personnes assistantes à ce webinaire et les participantes sont en train de dire. Tu nous a touchés à toutes et à tous. Merci du fond du cœur. Et j'espère avoir donné de l'espoir et envie d'être, voilà, d'avoir le même parcours et voilà. Et Fertilab vraiment nous a beaucoup aidés. Il a su, voilà, vous avez su vraiment cibler ce qu'il fallait pour monsieur, pour moi. Voilà, tout s'est bien déroulé. On a été bien choyés. C'est ça aussi qui est important aussi. Merci. Ne pas être un numéro comme on peut l'être dans plein de cliniques. En fait, on est un numéro et en fin de compte, on n'a pas du tout ce rapport-là qui est magnifique d'avoir l'impression vraiment qu'on suit notre parcours et ça, c'est important aussi. Merci beaucoup. Moi, je voulais aussi parler, j'ai oublié au début parce que j'ai commencé à parler très vite, mais je voulais dire que ce webinaire a été fait aussi en collaboration des Fivettes Espagnoles, ce magnifique groupe de parole où Claire et Priscille, je crois que se sont rencontrés. Oui, tout à fait. On est là aussi aujourd'hui grâce à ce groupe. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de nouvelles amitiés grâce à ça, des nouvelles rencontres. Donc, vous dire que voilà, qu'on est en partenariat avec les Fivettes Espagnoles, les FIVFR et toutes les patientes nous contactant en nous envoyant le bon. Et vous pouvez aussi avoir accès au groupe des paroles, à ce genre de webinaire et de partage, à des réductions. Donc, n'hésitez pas oui, moi j'ai bénéficié de la réduction grâce au coupon des Fivettes. Donc oui, il faut vraiment s'inscrire et aussi je fais aussi un petit clin d'œil à une copine, je crois, qui est connectée, Andrea. Enfin voilà, voilà. Et puis moi j'adore suivre, même si j'ai ma petite fille, voilà, il y en a plein de Fertilab qui viennent me parler et je continue en fait, il n'y a rien à faire. Fertilab, ça sera toujours accroché à moi, je crois, et j'aide beaucoup encore. Et voilà, il y a Priscille qui a son petit bonheur qui est bientôt là. J'ai une autre personne de Fertilab qui est aussi enceinte. On en a une autre, je suis sûre, en attente. Voilà, vous faites des jolis miracles et voilà. Et grâce aux Fivettes, on peut en témoigner et on peut trouver des personnes. Ça nous fait du bien aussi de parler avec des personnes qui ont le même parcours que nous. Parce que des fois, autour de nous, oui, il y a des gens qui ont des difficultés à être enceintes, etc. Mais l'Espagne, c'est quand même c'est encore une étape au-dessus qu'il faut des fois faire. Il y en a qui ne le font pas. Et je trouve que ça permet, grâce aux Fivettes, de pouvoir parler avec des personnes qui nous comprennent, qu'on a dépassé les frontières, qu'on est prête à aller en Espagne. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, si ça vous va bien, je vais passer aux questions. On a beaucoup de questions. Ce webinaire est en train d'avoir beaucoup de participations. Merci beaucoup.
Et Claire, on a hâte que vous veniez nous rencontrer avec votre petite. Et Absolument, oui, j'étais en train d'y penser. on sera ravis. Elle est où? Ah, je peux la présenter, hein, mais je ne sais pas si elle est là ou pas. Je ne sais pas si elle est là. Mais je peux, hein. Elle est avec papa, mais je peux. Je peux demander. Sinon, n'hésitez pas de venir nous voir à Barcelone, à nos nouvelles installations, et on passera un bon moment ensemble, comme ça on connaîtra votre grande et votre petite. Je regarde, mais elle dort là. Elle fait toujours une petite sieste, donc là, je vois qu'elle dort. Bon. On ne touche pas, mais vous faites une autre vacance à Barcelone et comme ça, vous nous la présentez. Oui, mais c'est prévu. Le garçon aussi. Oui, bah lui, il est fan de Barcelone, donc il veut aller visiter le stade. Mais on viendra vous voir. Je vais commencer, si ça vous va bien, je vais commencer à lire les questions. Docteur Mancini, pourriez-vous parler sur la grossesse biochimique après une FIV? Merci. Alors, la grossesse biochimique, c'est très frustrant pour tout le monde parce qu'on a la bonne nouvelle qui dure très peu. Donc, c'est très frustrant. La grossesse biochimique est un alarme. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être d'un point de vue de thrombophilie ou auto-immunité, ou ça peut être génétique. Hein. Donc, c'est différent avoir une grossesse biochimique si on a fait un DPI ou si on ne l'a pas fait. C'est pour ça que moi, j'insiste toujours, c'est comme une obsession pour moi, le DPI, celles qui sont mes patientes le savent très bien. Parce que, voilà, si on élimine le facteur génétique, on sait avec beaucoup plus de précision où il faut chercher, qu'est-ce qu'il faut chercher. C'est l'endomètre, c'est parce qu'on a, comme Claire, un problème qu'il faut ajouter du Lovenox, un problème de thrombophilie, et donc ça nous aide à éviter une deuxième fausse couche biochimique. Non, donc, c'est pour ça que le DPI est tellement important. Merci, docteur. J'ai une nouvelle question. Bonjour, comment se fait-il qu'une fausse couche soit quand même possible avec un embryon euploïde? Justement, parce que alors évidemment, le fait que l'embryon soit euploïde n'est pas tout. Hein. Sinon, on n'aurait pas des enfants qui ont une trisomie. Ça, ce sont des enfants qui ne sont pas euploïdes, mais qui se sont accrochés. C'était des embryons de bonne qualité qui se sont accrochés. Ils sont restés là 9 mois. Donc, l'éuploïdie et l'anéuploïdie ne sont pas tout, hein, malheureusement. Il y a aussi des autres facteurs. La fausse couche avec un embryon euploïde, normalement, est due à des problèmes de vascularisation, de auto-immunité. Ça peut être aussi pour des fibromes, c'est-à-dire aussi l'anatomie de l'utérus peut avoir une certaine importance. Donc, malheureusement, c'est possible. Évidemment, le fait de savoir que l'embryon est testé augmente les possibilités. Et si on a une fausse couche, ça nous indique tout de suite qu'il faut commencer à chercher des autres causes et ne pas essayer comme ça en disant pas de chance, on recommence. Merci, docteur. J'ai une nouvelle question. Donc, bonjour, docteur. Je n'ai pas de problème particulier, mais mon mari a une OATS sévère. J'ai 35 ans. Je souhaite me rendre en Espagne pour une meilleure prise en charge. Est-ce que les taux de réussite sont élevés pour notre type de profil? Alors, il faut dans ce cas-là sûrement faire un DPI
parce que le facteur masculin sévère est associé à un taux d'embryons néoploïdes qui est assez plus élevé. Mais si on a d'un autre côté une patiente avec une bonne réserve ovarienne qui va nous donner plein d'ovocytes, alors là, c'est une chose de statistique pure et dure. Donc, le plus on en a, le plus de chances on a de trouver un qui soit bien. Et donc, on a des très bonnes chances de tomber enceinte, d'avoir un bébé. Merci docteur, j'ai une nouvelle question. Bonjour, on m'a découvert un problème de microbiote réglé avant mon transfert par traitement de 3 probiotiques différents pendant 4 mois. Actuellement, je suis enceinte de 22 semaines par un don d'embryon. Ma dernière analyse d'urine montre une infection urinaire sans symptômes. Un traitement par antibiotique pour 7 jours, amoxicilline. Y a-t-il un risque pour la poursuite de ma grossesse ou pour le bébé au vu de mes antécédents? Merci. Non, parce que à 20 plus semaines, c'est plus risqué de ne pas traiter l'infection urinaire que le problème qui peut être en relation avec la microbiote. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire le traitement antibiotique, absolument, et après, continuer avec les probiotiques et pas se préoccuper. Boire beaucoup d'eau. Merci. Donc, suivante question. Est-ce que vous faites le DPI? Cette question, elle a été posée avant la présentation. Est-ce que vous faites le DPI? Si oui, sous quelles conditions pour une adoption d'embryon? Alors, on fait le DPI. L'adoption d'embryons avec des DPI, c'est pour des embryons qui étaient testés, qui avaient fait un DPI et qui n'ont pas été utilisés pour la couple qui avait fait le premier traitement et qui restent là et qui décident de les donner à la banque. Donc, ils existent. On ne fait pas le DPI sur les embryons qui sont déjà dans la banque, hein, parce que ça veut dire décongeler les embryons, les biopsier, les récongeler. Donc, ça, on ne fait pas. Si on veut une adoption d'embryons avec DPI, on a une formule qui est la garantie bébé avec DPI qui s'appelle Genetics, et ce sont des embryons qui ont déjà le DPI fait. Merci. Alors, on a beaucoup de questions. Je crois qu'on ne va pas pouvoir la finir. Le webinaire est fini dans une demi-heure, mais je vois qu'il y a au moins une trentaine de questions. Donc, on va essayer, mais malheureusement, pas toutes vont pouvoir être répondues. Donc, quel est le nombre moyen de transfert d'embryons euploïdes pour arriver à une grossesse à terme? Alors, s'il n'y a pas d'autres problèmes, hein, c'est-à-dire s'il n'y a pas de problème de utérus, endométrite, voilà, normalement, avec un ou deux transferts, on a une grossesse sans problème. Merci. Est-ce possible que l'endomètre s'endommage avec l'âge? Pas nécessairement. L'endomètre n'est pas comme les ovaires. Donc, c'est évidemment, si l'âge est associé à une hygiène de vie qui n'est pas bonne, le tabagisme, l'alcool, ou si pendant les années on a eu des fausses couches, alors là, évidemment, ça endommage, mais c'est pas l'âge soi-même. D'accord, merci. Comment améliorer notre microbiote, complément alimentaire ou autre? Moi, la recommandation, c'est toujours d'utiliser des probiotiques avec des souches différentes. Parce que il y a, tout le monde connaît le Lactobacillus crispatus, qui est celui qu'on sait qui est
le plus associé à l'implantation. Mais les études plus récentes nous disent que en réalité, c'est très important d'avoir toutes les souches présentes. Donc, le ginseng, le rhamnosus, voilà, il y en a plein. Et donc, moi, le conseil, c'est toujours d'utiliser des différents probiotiques pour avoir toutes les souches représentées. Et ça c'est très important. Après, évidemment, l'acide folique ou tétrafolique, comme celui de Claire, la vitamine D, très, très, très importante parce que ça aide non seulement l'implantation, sinon aussi après dans la grossesse. Il y a des études qui nous disent qu'il y a une association entre des bons niveaux de vitamine D et la réduction des taux de diabète dans la grossesse, par exemple. Donc, ça aussi, c'est très important. Et voilà, il y a aussi des examens qu'on peut faire pour étudier avec précision la microbiote de l'utérus et voir s'il faut faire des corrections et quelles il faut faire. Comment vous testez la réceptivité endométriale? Il y a un test qui s'appelle ERA. C'est un peu ennuyant parce qu'il faut le faire dans les mêmes conditions où on ferait le transfert. Donc, il faut faire toute la préparation et le jour où normalement on ferait le transfert, on fait la biopsie. C'est une biopsie, c'est pas plaisant, mais c'est pas terriblement douloureux. On fait sans sédation, ça dure vraiment un moment. Et ça nous dit si la fenêtre d'implantation, c'est-à-dire la réceptivité de l'endomètre, est standard ou si elle est déplacée. Donc, si elle est déplacée, simplement, on s'adapte. Dans le compte-rendu qu'ils nous envoient, ils nous disent exactement quand on doit la faire. Il y a un programme où on met toute l'information et ils te disent exactement quel jour il faut faire le transfert. Donc, c'est très facile. Merci. Combien faudrait-il de lactobacillus différents pour avoir une bonne microbiote? 3-4 souches différentes, ça serait pas mal. Merci. Bonjour et merci pour ce webinaire. J'ai 40 ans, atteinte du syndrome d'ovaire polykystique. J'ai vécu des hyperestimulations douloureuses. Que proposez-vous en termes de traitement pour atténuer les douleurs pour le protocole FIV avec nos propres gamètes? Je vous remercie. Alors, l'avantage d'avoir le SOPK, c'est que on a plein de problèmes quand on est jeune, mais on a une réserve ovarienne excellente qui dure assez plus dans le temps. Donc, on peut faire une FIV à 40 ans en s'attendant d'avoir un très bon résultat en termes d'ovocytes. Ça ne veut pas dire que la qualité de ces ovocytes soit bonne. Donc, c'est toujours l'indication de faire le DPI. Pour l'hyperstimulation, il y a des différentes stratégies, des différentes façons de déclencher l'ovulation quand on termine la stimulation. Il y a des médicaments qu'on peut utiliser juste après avoir déclenché l'ovulation qui réduit l'inflammation. La chose la plus importante, c'est ne pas faire un transfert. Jamais faire un transfert dans une patiente hyperstimulée parce que ça peut originer un syndrome d'hyperstimulation tardif qui est assez dangereuse pour la santé de la patiente, surtout s'il y a une grossesse. Et donc, ça, c'est vraiment à éviter. Nous, on fait presque jamais des transferts frais. On fait toujours en congelé. Et comme vous avez vu, c'est une stratégie qui fonctionne, vu les pourcentages qu'on a. Et voilà, ça, c'est la chose la plus importante, je crois. Merci. Je retourne aux questions, excusez-moi. Quelle est la validité d'un test de réceptivité endométriale? Doit-on le refaire si la fenêtre est OK, mais quand on a tout de même des échecs d'implantation avec des embryons euploïdes? Non, si la fenêtre d'implantation est OK,
il n'y a pas raison de le refaire probablement. C'est pas ça le souci. C'est-à-dire que si on a des échecs d'implantation avec des embryons euploïdes et on sait que la fenêtre d'implantation est bonne, il faut chercher des autres explications pour laquelle la grossesse ne démarre pas. Donc, peut-être il faut ajouter des autres médicaments, il faut chercher à l'aide d'un immunologue. Nous, chez Fertilab, on a le docteur Lebel qui vient de nous joindre dans l'équipe. Et donc, voilà, c'est pas à refaire une fois qu'on l'a fait. Si les conditions où on a fait le test étaient bonnes. Après, accoucher, oui, ça peut arriver que la fenêtre d'implantation bouge. Mais si on n'a pas eu un accouchement, ce n'est pas nécessaire. Merci, docteur. Quelle est la différence en pourcentage de réussite entre un embryon AJ5 et un embryon AJ6? Pas vraiment beaucoup. Si l'embryon est de bonne qualité, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Nous, on fait des transferts AJ5 et AJ6. Ça veut dire simplement que l'embryon a pris un peu plus de temps pour arriver à cette étape, mais ça n'a pas vraiment de facteur. C'est pas vraiment une chose d'un point de vue du prognose qui est mauvaise. Merci. Pour les embryons qui n'arrivent pas au stade de blastocyste, on ne pourra pas faire le DPI. Que faire dans ce cas? À nous, si un embryon n'arrive pas à le stade de blastocyste, on ne le considère pas. C'est-à-dire, on a des incubateurs de dernière génération qui font que si l'embryon n'arrive pas, il n'arrive pas. Il n'arrive pas dans l'utérus, il n'arrive pas dans l'incubateur, il n'arrive pas. Donc, c'est-à-dire que c'est même pas la peine de faire un DPI parce que le résultat, on sait déjà qu'il n'est pas bon. Merci, docteur. J'ai une question similaire à celle d'avant, mais elle est un peu différente. Les taux de naissance sont-ils les mêmes entre un blastocyste J5 euploïde et un blastocyste J6 euploïde? Plus ou moins, oui. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Sur les diapositives, taux de réussite cumulé, est-ce sur 3 tentatives? Oui. D'accord, sur 3 tentatives. Est-ce que je pourrais utiliser des ovocytes congelés à Paris pour réaliser embryon et DPI à Barcelone? Oui. Oui, oui. On a la merveilleuse Madame Roberta Mazzucco qui est en charge de faire les déménagements, les transferts des ovocytes, des gamètes. Et dans l'Union européenne, ça prend un tout petit peu de temps, plus ou moins 3 mois, mais c'est tout à fait faisable. Merci, docteur. D'ailleurs, cette patiente, je vais vous écrire un privé en répondant à votre question avec l'adresse de Roberta Mazzucco, notre collègue chargée du transport, et comme ça, elle va vous expliquer parce que normalement, elle se met en contact avec la clinique où vos ovocytes ils sont congelés. Mais oui, ça, on le fait tous les jours, quoi. Oui, absolument. C'est des choses qui nous demandent de plus. Oui. Tous les jours. Donc, quelle est la différence entre le double don et l'adoption d'embryon? Alors, le double don, on choisit une donneuse et un donneur pour vous. C'est-à-dire, si vous êtes maman solo, la donneuse et le donneur sont similaires à vous. Si vous êtes en couple, la donneuse sera similaire à madame et le donneur à monsieur. Et donc, la donneuse fait une stimulation pour vous et on fait tout le cycle pour vous. Dans l'accueil d'embryons, les embryons sont déjà là. C'est des embryons qui sont restés de plus, normalement d'un double don. La famille, la patiente a eu les enfants qu'elle voulait, elle a des embryons qui restent, et donc soit elle peut les détruire, soit elle décide de les donner à la banque. Et donc, ce sont ces embryons-là. Donc, ils sont déjà là.
Donc, on ne peut pas faire un matching phénotypique si bien fait, si exact que quand on fait un double don. Les résultats aussi ne sont pas si fabuleux que ça, comme vous avez vu des statistiques, parce que, évidemment, vu que les embryons qui vont à la banque sont les embryons qui restent, ils ne sont pas le premier choix. Le premier choix, c'est celui qui a donné les bébés ou le bébé de la patiente qui avait fait le cycle, le traitement pour commencer. Donc, c'est ça la différence. Merci, Dr Machini. Alors, si l'implantation se fait vraiment, mais qu'il y a une fausse couche précoce par la suite, est-ce que le test de l'endomètre est nécessaire? Oui. Oui, parce que les fausses couches de répétition peuvent être dues à une implantation incomplète qui ne se vérifie pas dans la fenêtre d'implantation correcte. Donc, l'indication du test ERA, ce n'est pas que l'échec d'implantation, mais c'est aussi les fausses couches de répétition. Merci, docteur. Avez-vous des donneuses avec phénotype asiatique? Quelques-unes, mais pas beaucoup. Ça, c'est un peu un problème. Il y a des temps d'attente qui sont assez différents de celles qui vous a expliqué Claire, malheureusement. Merci, docteur. Donc, nous avons eu un premier rendez-vous avec un docteur de Fertilab ayant des soucis endocrinologiques, hypothyroïdie et syndrome d'interruption de la tige pituitaire. Est-il possible d'être suivi par notre futur projet par la docteur Martini, qui est aussi spécialisée dans l'endocrinologie, car le docteur Martini est spécialisé en endocrinologie? Oui, absolument. Il n'y a aucun souci. Je suis là. On est toutes, je dis toutes parce qu'on n'est que des femmes. Donc, on est une clinique de femmes. Et donc, on a toutes des spécialités un peu différentes. Moi, effectivement, c'est l'endocrinologie. Et donc, on peut faire des changements de médecin titulaire absolument sans souci. Merci, docteur. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter le Lovenox à 20 semaines? Pas nécessairement et pas toujours. Hein. Il y a des patientes, les pauvres, qui le font jusqu'à 48 heures avant l'accouchement. Donc, disons que ça dépend un peu de l'indication. Si on a un trouble de la coagulation génétique, comme par exemple le facteur 5 de Leiden, ça, on continue. S'il est en homozygose, on continue toute la grossesse. Pardon. Si au contraire, l'indication est un peu empirique ou voilà, pas si exact que ça, on peut l'interrompre à 20 semaines. Merci, docteur. Pour un don d'ovocytes après des échecs de FIV, endométriose et fragmentation précoce systématique de tous les embryons, sans historique de fausse couche, car jamais d'implantation, est-ce que l'âge affecte le taux de réussite entre 40 et 45 ans? Alors, je n'ai pas compris. L'âge, si les ovocytes viennent d'une femme âgée entre 40 et 45, oui, évidemment. Elle demande pour un don d'ovocytes après avoir eu des échecs de FIV. Cette dame, elle a endométriose et fragmentation précoce systématique de tous les embryons. Ça, c'est un facteur masculin, parce que si ça arrive avec une donneuse, normalement, c'est un facteur masculin. C'est pas si on n'a même pas fait le transfert, c'est un problème. En fait, elle a fait plusieurs échecs des FIV. Là, ce que j'ai compris, c'est qu'elle va passer au don d'ovocytes, car beaucoup d'échecs en FIV. Donc, elle demande si pour le don d'ovocytes, le taux de réussite, est-ce que l'âge affecte entre 40 et 50 ans? C'est-à-dire que si on fait un don d'ovocytes entre 40 et 50 ans… L'âge est un facteur de risque d'un point de vue obstétrique. C'est-à-dire ça augmente le taux de
hypertension, de gestose, de diabète, etc. Ce qu'on peut faire pour réduire ce risque, c'est, si la patiente a des règles régulières, faire le transfert sur un cycle naturel. C'est-à-dire, on fait un monitorage de l'ovulation de la patiente. Quand elle est proche à ovuler, on déclenche l'ovulation et on fait le transfert 7 jours plus tard. Parce que la présence du corps jeune produit des substances qui font que la placenta s'implante d'une façon plus efficace. Et donc, on réduit les fausses couches, on réduit toute la pathologie obstétrique. Donc, disons que d'un côté, on a l'âge et de l'autre, on a le corps jeune. Donc, il s'équilibre un peu, non? Et ça c'est ce qu'on fait. D'accord, merci. Si on fait, cette question, elle est plutôt, je crois, que pour Claire. Si on fait les traitements chez vous, est-ce qu'on peut s'en faire rembourser une partie en France? Par exemple, les médicaments, piqûres. Je ne sais pas si Claire, tu peux nous expliquer un peu. Oui, alors il y avait des tests, notamment pour mon conjoint, tests fiches, etc., si je me souviens bien. Là, malheureusement, c'est des tests qui ne sont pas forcément toujours remboursés. Par contre, le Venox, si je me trompe, n'a pas été remboursé. Des fois, j'ai l'impression d'oublier un peu. Par contre, le Progiron, ça, c'était pas remboursé. C'est la fameuse piqûre pour la progestérone. Ça dépend vraiment des médicaments et des analyses, en fait. Des fois, ils prennent une partie remboursée et il y a une partie reste à charge. Ça dépend. Mais c'est pas... Enfin, tout dépend des examens qu'on passe, mais c'était pas si onéreux que ça au global, quoi, on va dire. Donc, ça dépend. Je dirais que ça dépend vraiment des examens qui sont demandés et des médicaments aussi. Merci Claire. Moi, de ma connaissance, depuis le temps que j'ai été coordinatrice, en fait, en France, c'est beaucoup moins cher qu'en Espagne. Même si on se fait pas rembourser, les pharmacies en France, elles sont moins chères. Et aussi, normalement, pour les FIV avec ses propres ovocytes, oui, la plus grande partie des patientes, si nous, on envoie la prescription, vous allez chez votre médecin en France. Si le médecin vous fait la prescription du système français, de la Sécu, normalement, soit une partie, soit même la totalité est remboursée. Donc, les Espagnols n'ont pas cette même chance. D'ailleurs, quand les patients sont déjà en Espagne et que vous devez acheter, nous avons une pharmacie à côté avec laquelle on est conventionné, avec laquelle on a des petites réductions, mais pas moins cher qu'en France. Hier, j'ai été à Paris, j'ai acheté des gouttes pour les yeux qui m'ont coûté 10 € moins qu'en Espagne. Donc, pour vous dire comment c'est moins cher que la France que l'Espagne pour les pharmacies. Oui, donc, et je voulais rajouter aussi des fois entre pharmacies aussi, je voyais passer sur les forums, il y a des pharmacies qui proposent des prix moins chers que d'autres. Donc, des fois, il faut aller dans des parapharmacies. Je parle notamment du Progiron. Des fois, il y avait des personnes qui disaient « Ah, mais j'ai vu une différence de prix de 10, 15 €. » Donc, il ne faut pas hésiter des fois à faire plusieurs pharmacies pour avoir des prix un peu plus avantageux. Merci Claire, merci beaucoup. Donc, j'ai continué pour les questions. Quelle vitamine peut prendre mon mari avant son recueil des spermes pour favoriser la qualité des spermatozoïdes, s'il vous plaît? Alors, il faut penser une chose, que les spermatozoïdes, dans le recueil d'aujourd'hui, il les a commencé à produire il y a 3 mois. Donc, si le recueil est la semaine prochaine, rien, parce que ça ne va pas avoir un effet. Si le recueil est dans 2-3 mois, alors tout ce qui est antioxydants, c'est merveilleux. Donc, le zinc, le sélénium, le Q10, voilà, tout ce qui est antioxydant, la vitamine D aussi pour les hommes, ça va très bien. Merci. Alors, pour le DPI en moyenne, combien d'embryons peut-on espérer avoir? Merci. Ça dépend. Si c'est avec nos ovocytes, ça dépend de l'âge, de la réserve ovarienne, de la présence de autres pathologies comme l'endométriose, le SOPK. Si c'est avec une donneuse, là, ça va dépendre de la qualité spermatique. Merci. Que pensez-vous du neupogène après transfert, s'il vous plaît?
Alors, nous, on l'utilise surtout depuis qu'on a l'immunologue, le docteur Lebel chez nous, pour les patientes qui ont des HLA, des KIR HLA qui ne sont pas favorables. Le KIR HLA est un peu comme le groupe sanguin. Si je dis ça et le docteur m'écoute, il ne va pas être content, mais bon, c'est pour se comprendre. Ce sont des molécules qui nous identifient d'un point de vue immunologique. Et il y a certaines combinaisons des molécules qui sont favorables à l'implantation et des autres qui ne le sont pas. Donc, il y a des patientes qui ont des échecs d'implantation ou des fausses couches de répétition parce que justement, elles ont ces molécules qui ne sont pas favorables et on utilise le Nepogène, par exemple, et ça fonctionne très bien. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour des cas très sélectionnés, mais pour ces cas-là, c'est vraiment la solution. Merci, docteur. Les problèmes d'immunité ou vascularisation sont testables avant tout essai. On peut le voir sur des prises de sang? Oui et non. C'est-à-dire que alors, les problèmes de thrombophilie, c'est-à-dire de coagulation, sont beaucoup, hein, et on peut avoir plein de troubles. On peut tester quelques-unes, on ne peut pas toutes les tester. Et d'un côté, donc quand c'est positif, ok. Quand c'est négatif, bien, mais on n'est pas sûr 100% que ça soit effectivement négatif, hein, parce qu'on ne peut pas tout tester. D'un autre côté, l'auto-immunité fonctionne pour pousser. Donc, on peut avoir une prise de sang où on individue des anticorps et après, plus jamais. Moi, normalement, dans les patientes qui viennent avec une prise de sang positive, il y a 5 ans, pour moi, elles sont positives. Je les considère comme patientes avec une auto-immunité et je les traite comme telles. Là encore, si les tests sont négatifs, ça ne veut pas nécessairement dire que ça soit toujours négatif. Donc, c'est un peu frustrant, je dois l'avouer. Merci, docteur. Alors, que pensez-vous du test KIR Je suis AA et je suis un projet de double don? Est-il vraiment de faire un matching haplotypique H et là C1 au détriment de la précision de l'apparentement phénotypique? Est-il nécessaire de prendre du Nepogène? Quel recul a-t-on par rapport à ce médicament? Merci de votre retour. Alors, donc, l'indication, oui, de faire un matching avec une donneuse C1C1, effectivement, est là. Et aussi d'utiliser le Nepogène. C'est pas toujours 100%. Ça, c'est un peu le problème avec le HLA. Il y a des patientes qui font des échecs d'implantation qui ne sont pas KIR-AA. Et il y a des patientes qui sont KIR-AA qui ne font pas des échecs d'implantation et on le découvre par hasard. Donc, disons que scientifiquement, c'est solide, mais c'est pas 100%, c'est pas la panacée. Je veux dire, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs facteurs, c'est pas que le KIR. Donc, on peut effectivement utiliser le Nepogène et c'est associé à une donneuse C1C1. Ça va nous augmenter les chances de grossesse, sans doute. Esther, tu es en silence. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, j'ai tellement des questions que... Est-ce qu'on peut se faire... 40 plus, waouh. Oh oui. Non,
enfin, il y a des questions qui ont déjà été répondues, il y a des questions qui sont un peu doublées. Bonjour, les tests que vous avez évoqués sont endométrio, ERA, Alice. Entre autres, oui. Oui. L'endométrio inclut Emma, Alice, Sierra. Donc, l'ERA, c'est la fenêtre d'implantation. Emma, c'est la présence des lactobacilles. Et Alice, c'est la présence des pathogènes. C'est le plus complet. Sinon, on peut faire que l'ERA. Tu es toujours silencieux. Excusez-moi. La même personne me demande juste après, conseillez-vous MatriceLab? Non. Non. Ça, c'est... non. Vraiment. J'ai jamais eu une patiente avec un MatriceLab qui m'a fonctionné. Jamais. Moi, en tant que coordinatrice, je peux dire la même chose. Quand j'étais coordinatrice, on n'était pas contente non plus du MatriceLab. Non, c'est vraiment... non. Je vais être diplomatique, là. Je m'arrête. D'accord. Merci, docteur. Bonjour, j'ai entendu que le Viagra pouvait être prescrit en vue d'un transfert. À quoi sert-il? Oui, le Viagra ou le Cialis. Moi, normalement, j'utilise le Cialis parce qu'il a moins d'effets secondaires. Alors, normalement, les patientes me regardent comme si je m'étais tapé sur la tête. Mais donc, ça fonctionne comme ça. Le Viagra ou le Cialis, on les utilise pour les problèmes d'érection dans les messieurs qui sont dus à un problème de vascularisation. Donc, la molécule, ça ne lui intéresse pas si ce qui est en train de la prendre, c'est un homme, une femme. L'effet va être le même, c'est-à-dire que ça va augmenter la vascularisation pelvienne, surtout la microvascularisation de l'endomètre. Et on peut avoir une implantation qui est meilleure aussi parce qu'on peut gagner un tout petit peu d'épaisseur de l'endomètre. Donc, surtout sur les patientes qui ont un peu de difficultés à faire conduire l'endomètre, ça aide. On peut gagner 1 millimètre. Et aussi dans les échecs d'implantation parce qu'on augmente la vascularisation. On l'utilise jusqu'au jour du transfert. Donc, c'est depuis les règles jusqu'au moment où on fait le transfert, c'est très, très court. Et normalement, ça se tolère assez bien. Merci, docteur. Là, je vais lire les 2 dernières questions. Je suis désolée, il reste encore 15 questions, mais on n'aura pas le temps. En plus, ça a été des questions très complexes, donc j'espère qu'on aura bien répondu. On est super content de cette participation qu'on a eue aujourd'hui. C'était énorme. Merci beaucoup, Claire, pour vraiment ton témoignage. Et donc, on espère d'avoir répondu à toutes les questions. De toute façon, s'il y a des questions, pour les questions qui n'auront pas été répondues, n'hésitez pas à d'écrire sur france@fertila.org. Vous dites que vous avez participé au webinaire. Vous nous écrivez la question et on vous répondra dès que possible. Et même pour solliciter un premier rendez-vous ou avec le docteur Martini ou avec l'équipe des gynécologues francophones. Donc, je vais lire une dernière question. Est-ce qu'un contact répété avec du sperme est mauvais pour le microbiote? Si on sait que notre fertilité est mauvaise et qu'une grossesse naturelle est peu probable, faut-il limiter alors le contact avec le sperme? Ah, ça, c'est très MatriceLab. Hein. Ça, c'est typique MatriceLab. C'est un conseil MatriceLab, non? Non. Alors, s'il y a une infection dans le sperme, on la traite et pendant qu'on l'a traitée et jusqu'à ce qu'on ne l'a pas éliminée, on utilise une protection pour avoir les rapports sexuels. Ça, c'est clair. Mais sinon, non, pas du tout. D'accord, merci. Je vais lire la dernière. Un instant. Qu'est-ce que la docteure pense des perfusions d'intralipides données de manière empirique pour un protocole de transfert car profil d'échec à répétition?
Ben, justement, c'est empirique. J'en discutais justement la semaine passée avec notre immunologue et il n'y a aucune évidence scientifique, aucune, que ça sert. Donc, D'accord. Merci beaucoup. Bah, un grand merci à toutes les participantes, tous les participants, à Claire et bien sûr à Oui, et on peut remercier aussi Priscille parce qu'elle répond à plein de questions sur le forum de personnes qui sont en train de poser des questions. Merci Priscille aussi qui a pu. Je suis en train de voir que Qui est Priscille, en elle train est de voir, elle est bien. Et puis ben moi je fais un dernier petit coucou avec ma fille qui est là. Elle est réveillée pour montrer. Merci. oh là là, Elle est tellement mignonne. Voilà. Voilà, on vous souhaite plein d'espoir et plein de petits bébés Fertilab. Voilà. Merci. Merci beaucoup. merci beaucoup. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Oui, merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.